Alors, approcher les points de convergence et de divergence entre psychanalyse et sciences sociales confronte sans doute à l'épineuse question de la méthodologie d'une approche pluridisciplinaire des phénomènes sociaux. L'enfer est pavé de bonnes intentions, comme dit l'adage populaire, et le dialogue pluridisciplinaire aussi. Cette démarche demande de s'ouvrir à l'altérité des codes et paradigmes d'une discipline autre. Or, avec la question de la radicalisation, nous nous attelons ici à l'étude de sujets qui justement méprisent l'altérité, voire même cherchent activement à l'éradiquer dans certains cas. Cette approche pluridisciplinaire prend donc un tour d'autant plus périlleux, mais sans doute nécessaire. René Caès, psychanalyste spécialisé dans l'étude des groupes, écrit d'ailleurs qu'apprendre l'idéologie radicale comme objet d'analyse, je le cite, « Comment ne pas être pris soi-même dans l'alternative psychotique et dans le piège manichéen du vrai et du faux, du bien et du mal absolu, sans produire l'antidote contre le doute et l'insécurité, un nouveau dogme. » L'approche pluridisciplinaire, et par là j'entends véritablement pluridisciplinaire avec la part de malentendus ou d'incertitudes que cela comporte, peut être une méthode d'approche de l'idéologie radicale qui permet de ne pas se trouver soi-même pris dans une réflexion clôturante ou dogmatique sur le sujet, une réflexion qui viserait à tout expliquer par un seul prisme, lorsque la situation, vous l'avez souligné, est complexe et multifactorielle. Entrons donc dans le détail. L'approche psy de la radicalisation, c'est aussi bien une théorisation des modalités de compréhension du phénomène qu'une pratique clinique auprès d'individus et de groupes. La psychanalyse, particulièrement, est une théorie et une pratique entremêlées, se fondant sur l'écoute de l'inconscient. Non pas qu'elle atteigne en l'homme ce qui est en dessous de sa conscience, mais parce qu'elle se dirige vers ce qui, hors de l'homme, permet qu'on sache d'un savoir positif ce qui se donne ou échappe à sa conscience. C'est Foucault qui a écrit cela, où pour Foucault, cette appréhension de l'inconscient fait de la psychanalyse une discipline transverse à l'ensemble du champ des sciences humaines. En suivant cette voie foucaldienne, la psychanalyse peut-elle se situer à l'interface avec les autres disciplines des sciences sociales, enfin avec les disciplines des sciences sociales, pour tisser un dialogue avec elles, afin d'éclairer l'irreprésenté ou l'irreprésentable du phénomène de radicalisation. Qu'est-ce qui pêcherait dans le rapport au désir, à la mort, à la loi dans notre société contemporaine, pour reprendre le questionnement foucaldien, qui conduirait aujourd'hui à la radicalisation, là où hier cela pouvait amener à des formes de fanatisme? Y a-t-il de nouveaux organisateurs psychosociaux à prendre en compte dans notre société contemporaine? Car, en effet, quelle différence alors entre des phénomènes de radicalisation, dont je le rappelle, le nom a émergé à partir de 2001, et les phénomènes nommés anciennement fanatisme ou extrémisme violent? Cette question a d'ailleurs été l'objet du séminaire dirigé par le psychanalyste Daniel Oppenheim, donnant la parole à des sociologues, des historiens, des juristes et des anthropologues. Les sciences sociales posent des jalons essentiels pour poser les problématiques qui agitent le social contemporain. La sociologie, ou les sociologies, comme vous l'avez souligné, avec des méthodes plus positivistes, permettent de dresser précisément l'état de la situation, la complexité, la multiplicité des parcours de ces individus radicalisés, et de décrire, dans le cas de M. Bronner, les mécanismes cognitifs qui sont partie liés à ce phénomène. Je dois dire que cela offre un formidable terrain de réflexion à des disciplines qui vont être plus constructivistes, comme la psychanalyse. Mais qu'est-ce que va apporter une approche constructiviste, peut-on se demander? Eh bien parce qu'à mon sens, les approches positivistes n'épuisent pas le sens des phénomènes observés. Du recours irrationnel à la violence, de l'investissement sacrificiel héroïque dans une cause, de la répétition de comportements destructeurs. Cela offre des clés de compréhension, mais pas totalement. Ainsi, une approche constructiviste, en reprenant les mythes et fictions qui semblent animer les sujets et les groupes sociaux, donne les moyens de penser une action et un positionnement face aux phénomènes qui nous questionnent. Monsieur Bronner, par exemple, votre analyse des mécanismes cognitifs d'adhésion à des croyances est très détaillée, très riche. Quid cependant de l'usage de ces analyses dans les prises en charge? Et ici se situe indubitablement une divergence entre l'approche sociologique et psychanalytique, ou même plus largement une approche psy. Divergence de mission,
mais qui implique du même coup une divergence de positionnement, de modalités de compréhension de l'humain et de la complexité de son positionnement subjectif. Là où vous mettez l'accent sur les biais cognitifs, sans doute qu'il faudrait aussi prendre en compte les effets plus déstructurants de la violence qui agissent certains sujets, du fait de souffrances psychiques ou de fait de situations interpersonnelles. Et nous voyons avec les adolescents comment une fragilité de certains peuvent les conduire à des mauvaises rencontres qui déstructurent violemment leur fonctionnement psychique, leur état affectif et leur comportement. Ainsi, la radicalisation peut s'offrir comme croyance et action pour trouver une voie à cette violence interne. Les symptômes de violence sociale de la désespérance psychique peuvent-ils être ainsi pris en charge par la seule remédiation cognitive ? Pouvons-nous essentialiser l'engagement à corps perdu dans une cause à un biais cognitif ? Peut-être, peut-être. Mais pouvons-nous faire céder cela par la seule remédiation cognitive ? Là, la réponse est peut-être un peu plus compliquée, ou en tout cas, il faudrait qu'on en débatte. Parce qu'effectivement, plusieurs expériences ont montré que les personnes radicalisées en prison, par exemple, se montraient très sensibles à des groupes de débat philosophiques. Mais qu'est-ce qui marche ? Est-ce que c'est la logique de la philo qui constitue un attrait ? Est-ce que c'est le débat avec l'animateur que ça permet d'ouvrir ? Peut-être est-ce l'un et l'autre ? Peut-être est-ce l'un pour arriver à l'autre ? L'engagement relationnel avec l'éducateur, le psychologue, le pédagogue sont en tout cas des ressorts qu'il ne faut pas minimiser. Et cette question dépasse d'ailleurs la seule question de la radicalisation pour animer vivement aussi les recherches sur l'efficacité de la psychothérapie. Mais pour en revenir à la question de la radicalisation, cette divergence entre sociologie et psychanalyse, ici pose à mon sens une question éthique. Non pas qu'il y aurait une approche qui serait éthique et l'autre qui ne le serait pas, mais qui vient positionner deux approches de l'éthique. Je vous proposerai peut-être le terme de l'éthique du mesurable ou de l'objectivable pour qualifier votre approche, tandis que la psychanalyse et l'écoute clinique sont sans doute plutôt dans une éthique de la culture du doute, telle que le définit Emmanuel Hirsch. Le clinicien doit pouvoir tolérer le doute en lui-même pour laisser advenir des processus de changement chez le sujet en face de lui. Mais la culture du doute appliquée à la question de la radicalisation n'est pas sans semer du trouble auprès de professionnels, notamment œuvrant dans l'ordre social. Je n'ai pas vraiment le temps de m'étendre là-dessus plus, sur ce doute du côté du clinicien dans le travail sur la radicalisation, mais ça ne veut pas dire en tout cas que cette clinique de l'écoute du doute destitue l'individu de son implication subjective dans les faits qu'il a commis ou pensait commettre plutôt bien souvent. Et à ce titre, je rejoins M. Galland lorsqu'il écrit qu'il est important de sortir d'une seule position victimaire de ce qui s'engage dans la pensée radicale et potentiellement dans l'action violente. La prise en charge psychologique peut permettre au sujet radicalisé de questionner ce qu'il a trouvé dans cet engagement extrême. Mais encore faut-il qu'en tant que société, cette démarche-là puisse être entendable à côté d'autres, car la tentation serait grande de vouloir destituer les individus les plus radicalisés de leur position de sujet. Alors, Monsieur Galland, vous aviez parlé dans un article d'un effet islam, et par cette formule, vous constatez un attrait de ces jeunes pour cette religion. Mais comment comprendre ensuite cet attrait particulièrement ? Et devons-nous considérer la radicalisation contemporaine seulement dans le djihadisme violent ? Y aurait-il autre chose qui se joue dans la montée des radicalités de tous bords aujourd'hui ? Et pour avancer sur cette réflexion, la question des outils virtuels numériques est à mon sens paradigmatique des différences d'approche qu'il peut y avoir sur la radicalisation entre les sciences humaines, mais qui, je pense, peut créer une complémentarité et un dialogue. Parce que les sociologies vont traiter plutôt les nouvelles technologies comme des outils de communication favorisant la radicalisation, comme l'a souligné M. Eckart dans son rapport. Mais nous pourrions aussi envisager d'un point de vue psychanalytique que ces outils ont été internalisés par les sujets, modifiant drastiquement les modalités d'entrée en lien aux autres. Oui. Et très bien. Et les modalités d'organisation du groupe social. Du coup, cette approche conduit à changer de point de vue sur la radicalisation. La radicalisation serait un phénomène extrême inhérent, extrême toujours, mais inhérent à une organisation sociale contemporaine en radicalité, car en dérégulation de ces modes d'entrée en lien aux autres.
Cette perspective psychanalytique entre d'ailleurs en résonance avec des analyses en sciences politiques, du désir de reconnaissance dans le socius, non plus sous des modalités égalitaires, mais d'appartenance à une communauté minoritaire, telles que Pierre Rosanvallon ou Iya Chamon ont pu travailler. Alors, bon, il me reste moins de 5 minutes, alors je vais peut-être un peu accélérer, mais je voudrais juste souligner un point sur l'articulation qui me semble nécessaire entre approche positiviste et constructiviste en sciences humaines sur la question de la radicalisation, en citant Devreux ou en abordant le point de vue de Devreux, où effectivement Devreux insiste sur le fait qu'en sciences humaines, la caractéristique de l'objet de recherche, c'est que cet objet de recherche est un humain qui est observé et qui observe aussi autant que l'observateur. Et à ce titre, messieurs Bonelli et Carrier ont souligné combien bon nombre d'adolescents s'étaient retrouvés signalés pour radicalisation car ils percevaient l'inquiétude que tels propos inconsidérés provoquaient chez l'entourage. Et il me semble que cet enseignement de Devreux est intéressant pour nous, pour essayer justement de ne pas tomber dans un extrême et un autre, purement positiviste ou purement constructiviste, dans l'approche du phénomène. À la suite de Foucault, Devreux et Caès, j'insiste donc sur l'intérêt d'une psychanalyse bien tempérée, comme approche transdisciplinaire permettant de déjouer les angoisses dans la méthode de compréhension du phénomène de radicalisation. De ce point de vue, l'approche psy de la radicalisation, je le disais tout à l'heure, n'est pas sans poser question aussi et n'est pas sans susciter des réactions inquiètes, mais nous aurons, j'espère, ces 3 prochains jours pour en discuter. Pour finir, je voudrais juste dire un mot sur l'approche clinique de la radicalisation. Alors, c'est posé beaucoup la question de santé mentale, problématique mentale ou pas, maladie mentale ou pas. Il me semble que l'approche psychanalytique, c'est aussi avant tout une approche processuelle du fonctionnement psychique. Et toute la psychanalyse contemporaine a beaucoup œuvré justement sur la question des problématiques identitaires et narcissiques chez les sujets. Et il me semble qu'il y a là quelque chose à réfléchir et à continuer à réfléchir sur cet axe-là. Et le champ, ce n'est pas un hasard d'ailleurs, si ce sont beaucoup des praticiens psy de l'adolescence qui se sont intéressés à la question de la radicalisation, comme s'il y avait une résonance là entre problématiques identitaires dans la radicalisation et les errements de la définition de soi, de la crise juvénile. Et il me semble justement que le champ pédopsychiatrique de prise en charge de l'adolescent, qui a été très actif et très prolifique au niveau des dispositifs de soins ces 40 dernières années, ils ont une expertise qui peut être d'un grand bénéfice dans les prises en charge des personnes radicalisées. Et surtout pour penser et déployer, et j'en finirai là, des dispositifs de prévention à l'engagement radical, mettant l'accent sur la prévention de la violence interne au sujet, qui à mon sens est une clé de bascule majeure de l'engagement radical. Des dispositifs de prévention qui alertent aussi sur les conditions minimales nécessaires à la construction psychique, là où l'usage avide des nouvelles technologies ces dernières années semble avoir altéré les repères identificatoires d'une part de la jeunesse. Mais sans doute, après tout ce que je viens de dire, serait-il intéressant et pertinent de penser des dispositifs de prévention co-construits entre les différentes approches des sciences humaines et sociales, pointant aussi bien les biais cognitifs, la multiplicité des profils, la part du religieux, que à être attentif à ce qui se joue à un niveau plus relationnel et affectif dans les dispositifs. Il nous reste donc à nous mettre au travail pour construire un outil de ce type. Je vous remercie.